cette semaine, c'est François, le chef de Délit des Saveurs à Remiremont qui nous régale. On va réaliser donc la première recette de cette semaine, un amuse-bouche. Alors je vois qu'il y a du concombre, de l'œuf. On va faire quoi, François, avec ça? On va faire une petite omelette roulée qu'on appelle un tamagoyaki. Donc François, on va commencer donc par réaliser cette fameuse omelette, hein, c'est ça? Exactement. Enfin, ça s'appelle comment d'ailleurs? Un tamagoyaki. C'est quoi, c'est d'origine? Alors c'est japonais. Ok. C'est d'origine à fin des samouraïs, fin de cette période-là en fait. C'est un petit mets qui est très prisé et qui était très cher à l'époque, puisqu'en fait à l'époque c'était une nation qui était très refermée sur elle-même et qui avait du mal à acheter les produits, donc ils avaient très peu de sucre et très peu d'œufs. Donc c'est un mets qui coûtait très cher à l'époque. Et après ça s'est démocratisé. Aujourd'hui on en trouve dans les menus du jour, on en trouve dans les sushis, etc. Et c'est vraiment un super petit produit. Donc on casse les œufs et on va pouvoir assaisonner tout ça avec un petit peu de sauce soja, 1 ou 2 cuillères à soupe de sauce soja et de vinaigre de riz. Donc même chose, une petite cuillère à café, pardon, excuse-moi. Et tout ceci, on va l'agrémenter d'un petit peu de sucre. C'est une omelette sucrée. Ah, c'est sucré, hein. Ouais, il y a un petit goût sucré-salé. On va aussi l'agrémenter d'un petit peu de soja, de sésame grillé, oui, c'est ce que j'allais dire, graines de sésame. Et une petite pointe de sel, et voilà. Ok. Et une fois que ça c'est bien mélangé, d'accord. Et ben on va pouvoir le mettre. Là, c'est bon pour toi? Je pense que c'est pas mal. Il faut bien casser le blanc pour que ce se mélange bien avec le jaune. Et une fois que c'est bien mélangé, on le met dans le plat et on va enfourner. Donc là, tu as mis quand même un petit papier sulfurisé pour pas que ça colle. Et tu je le mets comme ça. Dans le plat, voilà. Et on va pouvoir enfourner au four. Pas trop fort, il faut vraiment le cuire à 90-100 degrés pendant un petit quart d'heure. D'accord. Voilà, le but c'est d'avoir, tu vois, une petite épaisseur. Pourquoi on ne le cuit pas à la poêle? Alors, traditionnellement, on le cuit dans une poêle carrée. Ce que j'aime pas dans la poêle carrée, c'est que si on n'a pas la bonne température, on va la surcuire, on n'arrivera pas à le rouler. Mais pas d'inquiétude, si vraiment on le cuit à la poêle et que c'est trop cuit, eh ben on coupera des bandes. Tu sais, au lieu de tu trouves que tu maîtrises mieux la cuisson avec le four, quoi? Moi, je le maîtrise mieux avec le four. Donc là, ça part au four? Ça part au four directement à peu près 100 degrés. Pendant 15 minutes. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Alors pendant ce temps, on va faire une petite garniture qui va aller avec de concombre qu'on va relever, alors non pas au wasabi, mais avec un tout petit peu, une petite pointe de moutarde et puis un petit peu de vinaigre blanc. D'accord. Et un petit peu de coriandre. Ok, ça marche. Donc on va utiliser une petite mandoline ou une petite frappe. D'accord, donc là tu as récupéré un concombre. Voilà, un concombre, je l'ai épluché, on a enlevé les pépins. D'accord. Et puis on passe ça à la mandoline pour avoir une petite julienne. Ok. Et donc ça c'est pareil, c'est typiquement japonais là, l'assaisonnement, ou ça c'est toi la petite sauce d'accompagnement qui La petite sauce d'accompagnement, c'est moi qui l'ai mis un petit peu au goût de européen. Hein. Mais par contre, on peut utiliser du coup du réfort, du radis daikon, du wasabi. À la place de la moutarde. Exactement. Donc on le coupe, on va le mettre là-dedans. On met une petite pointe de moutarde. Oui, donc là, pour le coup, si vous avez du réfort, vous pouvez en mettre. Après, si on a du wasabi, on peut mettre du wasabi. On peut mettre du wasabi. Et là, donc, tu as ajouté... un petit peu de vinaigre blanc. Ok. Et puis, on va mettre... de la coriandre. Un petit peu de coriandre. Alors, j'aime beaucoup, moi, la tige de la coriandre. C'est là qu'on a pas mal de jus. La feuille aussi est très bonne, mais la tige est un peu moins puissante. Donc, tu mets un peu... On peut mettre un petit peu des deux. Et hop. Tu vois, moi, en général, j'ai tendance à enlever la tige, mais ok. Et on mélange bien. Et on va avoir un petit condiment, finalement qui va relever l'omelette de tout à l'heure. D'accord. Donc voilà ce que ça donne après cuisson. Tu en avais préparé un d'avance. Alors dans celui-ci, tu nous as mis de la coriandre. J'ai mis de la coriandre, exactement. J'ai oublié d'en mettre dans l'autre. D'accord. Mais c'est mieux d'en mettre. Voilà, ça donne le petit goût, le petit peps qui va bien. Donc on l'a préparé d'avance parce que pour le rouleau, il faut qu'il soit froid, que ce soit détendu. Et donc voilà en texture, tu peux montrer. Quand on tire dessus, on a une texture, on a quelque chose de très souple et surtout très fin. Alors, on appelle ça un tamagoyaki, c'est la même recette. Par contre, ça n'a pas exactement le même visuel qu'un vrai tamagoyaki. C'est beaucoup plus épais, un vrai, voilà. Donc là, on se sert de ce produit-là. On va lui donner. Donc tu vas le parer. On va le parer. Et puis on va se servir du coup de notre petit concombre qui se trouve là pour venir rouler ça au milieu. Oui, alors, donc en fait, finalement, à la fin, ça sera comme un maquis. Exactement.
Hein, c'est le même esprit. Après, on peut très bien utiliser des tranches de concombre ou de radis qu'on fait mariner pour pouvoir le poser dessus, rouler l'omelette et le poser dessus. Et là, tu mets un petit pic. On met un petit pic dessus. On a un petit amuse-bouche très frais, très sympa. Ça marche. Et on va en faire plusieurs. Ouais, ok. On en fait plusieurs et puis comme ça, on les dresse et après, on peut goûter. Et ben, on y va, on goûte? C'est parti. Allez. Donc, l'idée, c'est de prendre la petite bouchée. On prend la petite bouchée, on enlève le pic. Et on goûte. Alors, on sent bien toutes les saveurs de l'Asie. C'est ça. Avec le sésame. C'est assez bluffant parce qu'en fait, et d'ailleurs, on a mis de la moutarde, mais pour le coup, ça me fait vraiment penser au marqueur du wasabi, puisque tu as le côté coriandre, sésame, sauce soja, qui vraiment a les marqueurs de l'Asie. Et ce qui est sympa, c'est effectivement le côté frais du concombre. On est vraiment dans quelque chose qui finalement peut s'apparenter à un maquis. C'est ça. Mais je dirais encore mieux, c'est que tu n'as pas le riz, c'est moins gras. C'est très sain. C'est super sain, c'est gourmand. Et en amuse-bouche, c'est pas mal parce que ça permet de pas trop manger à l'apéro et puis de finalement arriver à table et avoir. Exactement. Et en même temps, ça t'a mis en protéine de l'œuf, appétit, quoi. C'est trop bon. J'aime vraiment bien. Donc je valide, chef. Super. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va travailler une tatin d'endive au kumbawa. Alors, on va commencer par les endives. Oui. Donc, on va récupérer les endives, on va les couper en deux. Et on voit du coup le cœur. Oui, Donc, ça ne nous intéresse pas trop, le cœur. On l'enlève. On vient bien récupérer le bout des feuilles qui sont sur le côté. Oui. Et on va émincer tout ça avec l'oignon pour le faire revenir dans la casserole. Puisqu'on va avoir une cuisson finalement très courte d'une dizaine, une quinzaine de minutes avec la pâte. Oui. Donc on n'a pas besoin que ça cuise. Et comme c'est un légume assez fragile, ça reste comme une salade finalement. Oui, c'est vrai. Donc on préfère la compoter avant pour pas qu'elle brûle. D'accord. Oui, donc en fait, on est sur une double cuisson finalement. C'est pour ça que là, au début, l'idée, c'est de la faire un peu revenir et elle terminera tranquillement sa cuisson au four. Donc là, hop, tu lances. Tu as une astuce, toi, sinon, pour faire manger des endives aux enfants? Du ludique. Toujours du ludique. D'accord. Alors, la fameuse endive au jambon, c'est très très bien. Oui. Parce qu'il y a du fromage, du jambon et que c'est gourmand. Ce qui déplaît aux enfants, c'est le côté l'amertume de l'endive. Donc n'hésitez pas à ajouter une pointe de sucre ou de les faire à la crème. Exactement, avec une cuisson à la crème. J'avais une maman, moi, qui m'avait trouvé un petit truc. Elle faisait un velouté d'endive un peu crémé, tu sais, avec de la crème fraîche, un peu gourmande comme ça. Et c'était très très agréable à manger. Donc là, tu éminces ton oignon pour le faire. Grossièrement, il n'y a pas besoin de faire des tout petits dés. Voilà, on va faire revenir le tout ensemble. En attendant que ça commence à revenir, on prend une petite râpe et on va mettre un petit peu de... Ah, t'en mets tout de suite, toi? Ouais, j'en mets un petit peu tout de suite. Moi, j'ai remarqué, quand tu mets comme ça des agrumes et du zeste, avec la chaleur, ça a tendance à s'atténuer un peu. Donc, quel est l'intérêt de le mettre là? Moi, j'aime bien en mettre un petit peu pendant la cuisson pour que vraiment ça puisse pénétrer au cœur du produit. Alors, attention, pas trop une cuisson trop forte, puisqu'autrement, on va avoir justement une double amertume qui va revenir avec le zeste du produit. Donc, j'en mets un petit peu, j'en ai gardé, et tout à l'heure, on remettra, pour pulser servir, un peu... Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre un petit bout. Il n'y a pas beaucoup de jus dans cet agrume-là. Non, c'est vrai. Par contre, les quelques gouttes, c'est tellement puissant. Oui, c'est... Quelques gouttes. Alors, ça reste un agrume qui est très cher. Et tu te dis pour la petite boule que c'est, mais c'est très puissant pour le coup. C'est très puissant. Mais on va compenser aussi avec un petit peu de jus de citron. D'accord. Donc, tu mets aussi du jus de citron. Et là, on laisse compoter tranquillement. On laisse compoter tranquillement. Alors, avant de mettre le sucre, parce qu'on va mettre un petit peu de sucre. C'est ce que j'allais dire, parce que la tatin, il y a une idée d'un caramel. Exactement. Alors, on va en avoir dans le fond du moule pour que ça puisse caraméliser. Et puis, on va en mettre un petit peu dans la cuisson. Mais tu en mettras principalement au fond du moule pour le caraméliser au moment de la cuisson dans le four. Voilà, ça n'a pas le même impact. C'est-à-dire là, c'est pour caraméliser, là, ça va être pour adoucir le produit. Et on préfère attendre un tout petit peu de faire tomber les endives pour que l'eau de végétation ressorte. Et après, on ajoute le sucre. Tu vois, on voit bien la masse qui a déjà bien fondu. On a perdu presque un tiers. Et on va mettre un tout petit peu de sucre. Donc là, tu mets quoi? L'équivalent de... Tu mets l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. 2 cuillères à café, par exemple. Voilà. Et hop, là, on laisse compoter un petit peu. Ça marche. Donc là, ça a compoté. Donc là, on est bon. C'est la texture que tu veux. Ça a compoté. On est cuit, mais pas non plus en purée. On a laissé retomber un peu en température. Et on va pouvoir les monter et mettre au four par la suite.
Donc Donc moi, là, j'ai pas un moule classique. Oui. J'utilise un petit ramequin pour Ok. avoir un petit peu de hauteur. Et j'aime bien le verre parce que c'est personnel à moi ça. donc Donc- là, tu m'avais pas dit, non, on en mettra Oui, après. on va mettre un petit peu de sucre. Ah, voilà. Pardon, excuse-moi. Il me Mais pas semblait bien. grand-chose, hein, D'accord. vraiment. Très léger. Ouais, parce que ce qu'on veut, c'est une petite caramélisation. On ne veut Oui, pas il faut. rapporter encore du sucre en plus. Du coup, dans nos ramequins. Mm. Tu sens le kumbawa là? Oui. Oui, on le sent bien. Ah, et c'est pas emportant. On sent aussi quand même l'endive. Bon, à la maison, hein, si on veut le faire en version grosse tarte, c'est possible aussi. Un moule à tarte, on met notre petit sucre au fond et Ça Et on marche façonne. parfaitement et puis c'est même presque plus convivial. Donc on utilise une petite pâte feuilletée. Hein. J'ai Oui. déjà prédécoupé, étalé, Oui. prédécoupé mes cercles de pâte. Hop. Alors moi j'aime bien de la pâte un peu épaisse. je vois Ça ça. va donner un... Et après, comme tu un la petit mets gâteau. juste tiens, Voilà. bah, je t'aide. Et ce que j'aime bien dans ce système de ramequin, c'est que les bords vont remonter sur le côté comme ça. Donc là, on va mettre la Un petit dorure peu de avant dorure. d'enfourner. C'est toujours joli. Ça fait bien croustiller. Donc on va enfourner à combien, pendant combien de temps? On enfourne à 180 pendant 15-20 minutes. Ça marche. Donc voilà ce que ça donne après cuisson. Exactement. Donc moi, je me suis permis de les retourner un petit peu, c'est pour que ça Oui. puisse retomber. Alors effectivement, on en aura toujours un petit peu qui va coller un peu au fond. Oui. Donc on met un petit coup de couteau et puis on n'hésite Ah, pas, super. on vient récupérer un petit peu tout ce qui reste là. Oui, Donc, tu sens la caramélisation, on a l'odeur de l'agrume. hop là. Ensuite, on vient la poser Magnifique. sur l'assiette. On vient prendre de la petite copa du boucher, Donc tu remets un petit peu de copa un petit au-dessus. peu de copa. Voilà. Et si on a récupéré un petit peu, tu sais, pendant qu'on a cuit tout à l'heure, il y avait peut-être un petit peu de jus au fond de la casserole que j'ai D'accord. récupéré. Et ben du coup, on peut s'en servir. Et on dresse les autres et puis on goûte. Et ben c'est parti. On y va, on goûte. Allez, c'est parti. J'adore dans la tatin, c'est le croustillant de la Ouais. pâte en dessous. Hein. Et puis c'est Ce mélange-là. appétissant. Alors moi, à la base, c'est vrai que les endives, c'est pas trop mon fort. C'est un peu comme ce qu'on disait, je suis pas très amère. Mais là, ça se marie super bien. Et alors, la petite touche de kumbawa, c'est un truc de dingue. Ah, ça donne une petite Ouais. fraîcheur juste à la fin Exactement. de la dégustation. Ça permet de calmer, parce que la tatin, c'est quand même sucré, gourmand, etc. Franchement, c'est divin. Donc, deuxième recette, tip top. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va travailler un pavé de truite du Brechin laqué à la bière de Lorraine. On commence par quoi? On va commencer par le laquage en fait. On va faire la petite marinade de laquage. Donc on va utiliser du miel qu'on va mettre dans une casserole. Donc, quand tu dis de laquage, c'est en gros, les filets de truite vont être cuites finalement dans cette sauce-là. Non, C'est ça? on va cuire les filets de truite à la poêle et en fait D'accord. on va se servir de cette base de sirop très épais qu'on va mettre dessus en fait pour D'accord. donner un goût. On n'aura pas de sauce à proprement dit, mais on aura une belle couche de laquage dessus à la bière. Donc on a mis du miel, on va mettre une petite dose de sauce soja. En quantité, tu peux me dire à Bon peu là près on a 5 centilitres. Ok, et le miel, c'était quoi? On avait deux bonnes Le cuillères miel, à soupe. on a à peu près 100 grammes. Ok, Voilà. Et puis après, on utilise une bière, parce que là, on veut faire du 100% local. Donc, on va la truite du Brechin. Le Brechin, ça se situe dans le 70 en Haute-Saône. C'est juste à côté, à la limite des Vosges. Ok. Donc, on est juste à côté. Et puis, on utilise donc la bière de la Marie-Thérèse, donc qui est brassée à Remiremont. ok. Donc vraiment, là, on est dans une recette locale. Exactement. Et on va mettre un petit peu près la même dose de miel que de bière, donc à peu près sur une centaine de grammes. Donc on a utilisé une bière noire parce que Oui. du coup on va avoir un beau laquage bien foncé pour D'accord. aller dessus. Et en plus c'est plus corsé. Donc une fois qu'on a mis ça tout dans la casserole, et bon, on met ça à chauffer et on va laisser réduire jusqu'à aspect sirupeux. Tu veux vraiment que ça réduise voilà. Exactement. Ok. Et là on va s'attaquer du coup À nos carottes. Oui. Donc on prend les carottes et on va les râper. Alors si à la maison on a un petit robot, et ben ça ira bien plus vite. C'est ce que j'allais dire. Ah, Moi, et on je évite t'avoue de que se ces couper. carottes, je les fais au robot. Bon. Donc la taille des robots qu'on a en cuisine, en fait, c'est plus avantageux pour 3 carottes de sortir une petite mandoline. Oui. Elles vont être cuites avec le jus d'orange. Donc en D'accord. plus, ça va renforcer la couleur de la carotte et en plus donner ce petit goût agrume sucré comme ça. Ça va être super sympa. Donc Donc là, prend c'est tout ça. bon. On Tu mets ça la dans ta casserole. On va prendre le jus d'orange, Oui. l'orange. On va en prendre la moitié qu'on met D'accord. dedans. Et après, on mettra en cuisson quand on aura
le sirop qui sera fait. Au niveau de la cuisson, tu veux quand même qu'il y ait un petit peu de croquant, Oui, c'est ça? on va pas le cuire version purée. Oui. On va le cuire, on va laisser tout s'évaporer et puis ça va compoter tout doucement et cuire tout doucement. Donc là, tu n'as pas mis de sel, hein? Non, on mettra au tout dernier moment un tout petit pincée de sel et D'accord. un petit peu de poivre pour relever tout ça. Ça marche. Et du coup, on ajoute un tout petit peu de zeste pour pouvoir Pour corser un encore peu plus. le goût. Oui, je trouve qu'en plus, quand tu utilises des agrumes, c'est bien de mettre un peu de zeste. Autant. Ouais, tant que c'est là, autant s'en servir. En plus, c'est là où il y a beaucoup de vitamines, etc. Quand on a des bons produits sans pesticides, etc., autant s'en servir. Hop. Et Voici. donc là, on va voilà. le mettre en cuisson. Et voilà, on pourra le mettre en cuisson. Alors là, du coup, tu vois, on a quand même pas mal réduit. On a réduit à peu près de 50%. Mais comme on veut encore un petit peu de masse, si on veut pas réduire, on va pouvoir épaissir un tout petit peu. On utilise un peu de maïzena. Alors, on n'en met pas beaucoup. Hein. On va mettre 2 pointes de couteau comme ça. Et puis, hop, on va mélanger. Et tout de suite, là, ça va épaissir. Un peu plus épaissi. Et ça va nous permettre de laquer correctement. Ça marche. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. Et donc après, on va... Là, on va laisser reposer et on va cuire d'abord les pavés de truite et on laquera juste après. On prend un petit peu de matière grasse et on va d'abord saisir les pavés de truite côté chair pour pouvoir laquer après. Donc là, une fois que le beurre est fondu, on y va. Donc côté chair, parce que c'est souvent côté peau, là c'est l'inverse. Exactement. Pour avoir une coloration. Et comme ça, les chairs vont se raffermir tout de suite. Donc il ne va pas nous falloir longtemps, hein. C'est vraiment... saisir. Vu la taille du filet, si on la veut nacrer... Et on retourne. Ok. Hop. Il y a une légère coloration. Oui. Et là, on va commencer à... Là, on va baisser le feu. Donc là, t'éteins. Hein. Voilà. Et là, tu vas commencer à laquer. À laquer dessus. Au pinceau. Au pinceau, ça vient nourrir la chair. Donc les premiers coups de pinceau, c'est vraiment exclusivement nourrir la chair du poisson. Voilà, on commence à avoir une belle couleur. Et ensuite, on va mettre au four. Et donc, plus on veut un laquage important, plus il va falloir répéter l'opération. D'accord. Voilà. Donc là, ça part au four. C'est parti. Hop. Alors, donc tu vois, ça a déjà bien croûté. Oui. Et bien, juste avant de dresser, on va remettre encore un petit coup. Ouais, puis ce qui est bien, c'est que ça te permet d'ajouter de la brillance, tout à fait. Exactement. Et de la gourmandise. Tu vois, comme le petit sirop a descendu en température, il est un peu plus épais. Voilà. Donc pour dresser, ben, du coup, on a nos petites carottes qu'on a fait revenir avec notre jus d'orange qui sont cuites. On vient poser ça en plein milieu. Merci. Donc t'emporte-pièce. Après, on peut faire un petit tas, hein, on n'est pas obligé. Hein. Hop, et puis après, on va pouvoir mettre les pavés sur l'assiette. Alors, pas besoin de sauce puisqu'on a déjà le laquage. Et voilà. Super. On peut mettre un petit peu de laquage si on veut. On fait des petites décorations de grands restaurants. Au pinceau. Hop. Super. Et ben on va goûter. C'est parti. Allez, c'est parti. On y va. On goûte. C'est top. C'est super bon. En fait, ça a apporté de la gourmandise, tu vois, à ta truite. Et ce qui est très sympa, c'est finalement, ça fonctionne bien le côté orange carotte. Bon, j'ai envie de dire que ça, c'est un incontournable. Et ça fonctionne bien avec le petit côté laqué. La bière un peu ambrée comme ça, très, très foncée, très noire. C'est très bon. Ça va bien avec. Et ce qui est sympa, c'est qu'on est vraiment dans une recette 100% locale. Exactement. Donc voilà, c'est cool. Oui. On fait quoi ensuite? Alors ensuite, on va travailler une côte de porc, un peu comme quand j'étais enfant. Donc une côte de porc farcie à la fromagère. Donc là, on va commencer par notre purée de panais. C'est une purée ou moins? C'est un écrasé de panais au cumin. Donc en fait, on va couper tout simplement les panais. Alors pas trop gros, parce qu'on veut que ça cuise vite quand même. Oui. Mais pas trop petit parce qu'on veut pas une purée justement. Et pendant que le panais sera en train de cuire, on s'occupera des côtes de porc. Donc on met un peu d'huile pour pouvoir faire cuire le panais. L'huile neutre, c'est quoi? Pépin de raisin? C'est du colza. Là. Ah ok. Donc là on ajoute du coup du cumin moulu.
Et là, tu vas rien rajouter d'autre, pas de lait ou autre, Non, c'est on rajoute uniquement... Si on voit que c'est trop chaud, on peut rajouter un tout petit peu d'eau. D'accord, ok. Voilà, Et donc là, on va laisser compoter grossièrement. exactement. Donc pendant que le pané cuit, on va s'occuper donc de nos côtes de porc. Les côtes de porc, on va Ok. commencer par la farce. Donc, on va Parce que chez le l'idée, c'est boucher. de les farcir Exactement. à la Farcir fromagère. à la fromagère, un peu régressif, tu sais. Où on va avoir ce côté fromage un peu élastique, mais un petit peu crémeux avec le crème cheese qu'on a là. Et avec le mélange de la farce porc-veau, tu sais, un peu saucisse, merguez, voilà. Tu Donc, dis régressif parce que tu mangeais ça chez toi? exactement, quand j'étais gamin, ma grand-mère, elle faisait ça, côte de porc, quand elles étaient un peu fines, elle ouvrait en deux, et elle mettait la farce dedans, et on avait une belle côte de porc bien C'est une gourmande. recette de famille. Ouais. Donc du coup, la farce de chez le boucher, Ok, on est sur 50% porc, 50% veau. d'accord. Voilà. Ensuite, on va y mettre un petit peu de cognac. Alors si c'est pour les enfants, bah, on n'en met pas, ou on met autre chose. On va y mettre un tout petit peu de fromage râpé. Tu vois la taille du petit pot. Oui, Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. oui, oui. Donc c'est pas très coûteux. Et du coup du crème cheese, donc Philadelphia, voilà. Saint-Moret. n'importe quel, voilà. Merloïc. Exactement. Et Tous j'en ces passe. types de fromages crémeux. Et si Ok. on est à l'aise avec tout ça, bah, on y va avec les mains. D'accord. Toi, t'es pas à l'aise ou t'oses pas? Non, j'ose pas. Mais avec les mains, ça rappelle ma grand-mère quand on faisait ça à la maison T'aurais pu. le samedi ou le dimanche. Donc du coup, on rajoute pas forcément de sel, de poivre, tout simplement parce que on va déjà le fromage. Généralement, il est toujours un petit peu salé. Et puis quand on va cuire la côte de porc, c'est là qu'on va assaisonner le tout. Ça marche. Voilà. Donc là, la farce, c'est bon. La farce, c'est bon. On va Alors. prendre nos côtes de porc. Donc, on a pris de la belle côte de porc. Hein. C'est de la côte de porc fermière. On voit bien qu'on a de la chair autour de l'os. Oui, oui. Voilà. On va venir l'ouvrir, ce qu'on appelle en portefeuille. Oui, oui, l'idée, c'est de l'ouvrir pour C'est avoir ça. un de faire une maximum petite cavité à l'intérieur pour venir y mettre notre farce. notre farce. On va On venir va la garnir. avec la farce pour garnir à l'intérieur. Et on va Et bien là, c'est pousser. pareil. Tu pousses bien pour en mettre un maximum. Voilà. Parce qu'on est généreux et qu'on est gourmand. T'en mets pas mal. Voilà, on en met pas mal. Et là, Et hop, après, on lui redonne une forme d'accord. classique. Ok. Et Voilà. ben, on en fait une deuxième. Exactement. Et après, on passe en cuisson. C'est parti. Donc là, on fait fondre du beurre. Voilà, c'est ça. Alors, on peut mettre un trait d'huile hein, pour pas que ça brûle. Oui, On a ces gousses d'ail, donc on va écraser. d'accord. Que tu vas mettre pour la va cuisson mettre pour dedans. parfumer. Exactement. Ce sera moins fort que si on mettait de l'ail haché directement D'accord. dans la recette. Hein, on va avoir un goût qui sera parfaitement Oui, c'est diffusé. subtil et c'est ce que tu voulais, quoi. Voilà. Et ensuite, donc, On on a- récupère. Nos côtes de porc, on D'accord. va venir faire revenir. Alors vous allez me dire, et je sais, j'entends d'avance, on m'a toujours dit qu'on fait saisir la viande très fort. Oui, quand c'est du bœuf, avec grand plaisir. Les autres viandes aussi. Mais là, on entend que ça frémit. C'est saisi, mais pas très fort. D'accord. Pourquoi? Parce que je veux pas que ça sèche. Sinon, tout le jus de la viande, tout l'eau qu'on a dans la chair va s'évaporer tout de suite et on va avoir une côte qui va être très sèche. D'accord. Donc voilà. Donc on assaisonne. Donc, sel et poivre. On y va, hein, parce qu'il faut quand même assaisonner tout le pavé. Hein. On n'hésite pas à assaisonner aussi le beurre à côté. On essaye de lui redonner une petite forme aussi, si on voit que ça gonfle un peu trop. Voilà, on a juste une petite coloration. Donc, ça, c'est ce que tu souhaites. Exactement, une petite coloration, pas très forte, pas très prononcée. Voilà. Et quand on aura un petit peu saisi l'autre côté, on enfourne directement. À combien, pendant combien de On temps? va mettre à 170 degrés pendant 25-30 minutes. Est-ce que tu peux me donner une température à cœur? Parce Température, que ouais. on a tous un four différent et maintenant, c'est vrai qu'avec la sonde, c'est quand même vachement plus facile. Je donc, travaille exclusivement à la sonde. C'est 80 degrés pour le porc à cœur. D'accord. Exclusivement. En dessous, attention, c'est très fragile. Alors 80 degrés en basse température, on peut dire que ça fait quand même beaucoup 80 degrés, mais en fait en basse température, comme on ne dessèche pas les chairs, on va avoir quand même une viande toute tendre. D'accord. Donc là, on va la mettre au four. Le temps pour nous de récupérer notre panier qui sera cuit. Et après, on dresse et on goûte. Et voilà, Donc Alors, voilà ce voilà. que ça donne après cuisson. on a nos ça belles sent trop côtes de bon. porc qui ont bien coloré, qui sont cuites. Donc on va prendre notre écrasé de panais. Donc tu vois, on a ces petits morceaux de panais qui sont là. Oui. On n'a pas une purée toute lisse. Donc, tu vois, on s'est même permis de faire attacher un petit peu, tu vois. Et ben ça va donner un super goût. Donc régressif à l'ancienne, au milieu. Donc une belle cuillère. Voilà, une belle cuillère généreuse, hop.
on Et là, vient tu- chercher notre côte de porc qu'on vient placer dessus. Souvent, on me dit, mais il n'y a pas de jus, il n'y a pas de sauce. Pas besoin. Rappelez-vous qu'on a une belle farce au fromage à l'intérieur. Oui, C'est c'est... largement assez riche Et gourmand. et gourmand. Et ben on attaque. Oui, c'est copieux. Ah, c'est régressif, c'est à l'ancienne. Bon, j'essaye d'aller chercher... Il faut prendre un peu de farce. Ah bah oui, c'est ce que je vais chercher. C'est excellent. C'est gourmand, mais C'est trop c'est bon. rassurant. Ah bah, quand tu me parlais de plats régressifs et que tu aimais ça quand tu étais enfant, oui, ça m'étonne pas. C'est ouais. excellent. Voilà, on a le fromage, c'est gourmand. Bah, mine de rien, la farce, c'est bon. Oui. Une bonne farce, c'est Tout excellent. le monde aime les enfants. Et on est vraiment dans quelque chose qui est relativement facile, accessible et puis visuellement, c'est sympa, quoi. C'est simple, mais c'est sympa. C'est une belle Efficace. recette. On va terminer avec une petite note sucrée. Oui, on va partir sur un cannelloni de mangue à la ricotta et à l'estragon. Donc on va commencer par peler la mangue. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être sur un dessert frais, léger Et facile à faire et très rapide. et visuel, j'imagine. Oui, après on peut rajouter tout ce qu'on veut dessus pour pouvoir agrémenter. Là on n'a pas forcément de biscuits, mais rien ne nous empêche de prendre un petit beurre. Enfin, un petit crumble. Voilà, un petit crumble et puis on met ça et puis voilà. Donc une fois qu'on a épluché notre mangue comme ça, on va prendre une mandoline Oui. ou alors quelque chose qui s'y rapproche pour y faire des tranches. Donc on va utiliser notre mandoline, Oui. on va faire toutes nos tranches fines. Voilà, on la retourne Et puisqu'on hop, arrive au noyau. oui. Et là, on fait la même chose. Donc une fois que j'ai fait mes deux côtés, pour avoir le noyau plat, ça je vais le garder, on ne perd rien dans la mangue, on va tout garder et on mettra des petits dés qu'on mettra dans le mélange. Dans la farce. C'est ça. Donc on va venir parer les côtés Oui. pour tout récupérer. Alors des petits dés, on n'est pas obligé de faire tout petit. Quand on a des gros morceaux, ça nous permet d'avoir un peu de mâche dans la farce. Oui, l'idée, en tout cas, c'est de... Alors effectivement, on pourrait grossièrement. penser que de la mangue, c'est pas très écologique puisque du coup, la plupart de la production de la mangue se trouve au Pérou ou un peu en Asie aussi. Mhm. En fait, la réflexion s'est posée il y a quelques années de ça, il y a une dizaine d'années, et l'Italie et le Portugal et l'Espagne se sont mis à faire des essais pour pouvoir réintroduire la mangue en Europe. D'accord. Et actuellement, on trouve un petit peu de mangue. Alors ça reste très petit, ça coûte encore un peu cher, mais on a des mangues d'Italie. On va pouvoir y ajouter la ricotta. Oui. Donc, pourquoi tu es parti sur ce fromage-là? Alors j'adore la ricotta. Alors, pour son côté granuleux, Mhm. qui va finalement en fait s'estomper avec le mélange. Mais j'aime beaucoup ce fromage-là. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est d'introduire des fromages dans les desserts. Ça change un peu, et puis ça donne ce côté rondeur plutôt que d'avoir de la mousse tout le temps, de la mousse, de la mousse. Donc, dans la ricotta avec la mangue, on va venir mettre un petit peu de sucre, à Oui. l'équivalent d'une cuillère à café. Ouais, on en met de manière modérée parce que la mangue, ça reste quand même quelque chose qui est assez sucré. Ouais, quand on a un fruit bien mûr, ouais. on a quand même un beau résultat. Puis moins on met de sucre, c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus bon pour la santé d'alléger en sucre. Donc on va mettre donc, ce petit jus d'estragon que j'ai fait, parce que j'aime bien garder l'estragon, et comme c'est un peu fragile, je le mixe avec de l'eau et un peu de sucre. D'accord. pour le Au niveau garder. de quantité d'eau par rapport On a à à peu l'herbe. près du double d'eau que d'herbe. D'accord. Voilà, et on peut mettre un petit trait de jus de citron pour le garder. D'accord. Et tu avais mis combien de quantité de ricotta Donc là? pour la quantité de ricotta, on a 200 g de ricotta. D'accord. Donc on met un petit peu, à peu près l'équivalent de 2 cuillères. D'accord. C'est vraiment juste pour assaisonner. On va terminer avec un petit peu de zeste de citron vert et un petit peu de jus de citron vert. Ça sent bien l'estragon là. Ouais, c'est On a très vraiment parfumé. cette odeur de anis, réglisse. Et c'est plus agréable d'avoir ça dans une préparation parce que tu n'as pas le morceau de l'herbe. Tu Mais croques tu as quand même dans- la fraîcheur de l'herbe, quoi, produit. herbacée. C'est ça. Donc une fois qu'on a mis un peu de zeste, Tu veux que je mélange un peu déjà? tu peux y aller, vas-y. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un mélange homogène Voilà, que tous les morceaux soient bien enrobés. par la ricotta. Et voilà, et après on va pouvoir faire nos cannelloni. D'accord. On va pouvoir les farcir. Donc une fois qu'on a fait notre petite farce et qu'on a nos tranches, et ben on va utiliser du film alimentaire. Hop, et on va venir étaler 2-3 tranches. Donc on superpose légèrement. Exactement. Ensuite, on prend un peu de farce On le met au milieu. en plein milieu et on va venir rouler tout ça en lui donnant une belle forme, la plus rectiligne possible. Et quand on va venir le rouler à la fin, on va venir pincer le plus proche possible et en tournant
on va tendre le film et avoir une forme bien régulière. Oui, on a un beau boudin. Est-ce que tu me conseilles de les préparer en amont? Oui, je conseille de les faire la veille au soir pour le lendemain. Ça permet de bien faire prendre Ouais, c'est la ce que farce. j'allais dire. Il faut que ça reprenne et ça permet même en découpe après par la suite de faciliter la découpe. Exactement, pour avoir un petit dressage un peu plus sympathique. On en façonne un deuxième et toi, tu en as préparé d'avance. On va C'est ça. utiliser ceux-là pour le dressage. Exactement. Donc là, on part pour le dressage. Hein, on les Voilà. a retirés du film. Voilà, Et on là- vient tout simplement les placer en plein milieu de l'assiette. Alors, on est sur un dressage simple, sans chichi, hein, tout simplement. On le met en plein milieu. Et ensuite, tu rajoutes... Je rajoute un petit peu mon petit jus d'estragon Oui, que je viens faire glisser dessus. top. Ça permet d'apporter un nouvel de l'assaisonner, on va dire ça comme ça. C'est ça. Et voilà, Et ben on va goûter. On y va, on goûte? c'est parti. C'est top parce qu'effectivement, le fait d'être parti sur un fromage, t'as un côté lacté qui tire pour le coup plus sur un fromage que sur une crème, etc. Donc ça, c'est encore différent. T'as quand même conservé le côté un peu, ce que tu disais, granuleux de la ricotta. Et le fait, je trouve, de l'associer à Citron vert estragon. Voilà, le citron vert et l'estragon, mais qui est tout en subtilité, parce que j'avais peur que ça soit trop prononcé. Tu vois, ce côté réglisse, etc. C'est vraiment frais, gourmand. C'est très, très sympa. J'aime beaucoup. Il y a un bon équilibre. Ouais, exactement. Top. Merci à toi, François, pour ton accueil. Merci beaucoup à vous. On a passé un bon moment. C'est vrai que voilà, quand on tourne les émissions, on ne voit pas, mais nous, on discute beaucoup de plein de choses. On passe des bons moments et on se régale. Donc, à l'année prochaine. Avec plaisir.